Édouard Husson, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder à nouveau quelques sujets chauds. On va principalement parler de l'Ukraine dans cette vidéo, parce que le sujet reste terriblement d'actualité. On voudrait avoir un point complet sur la situation, si possible. Il semblerait que le week-end dernier, des attaques russes aient eu lieu jusqu'à Kiev. Comment voyez-vous les choses évoluer et quel est le rôle que vont jouer les grands pays dans les semaines à venir? J'en profite d'abord pour dire que ça y est, ma chaîne YouTube Libre Propos est lancée. On a mis en ligne les deux vidéos de la semaine dernière. Je rappelle à ceux qui nous regardent que désormais je m'exprime par écrit sur mon blog edouardhusson.substack.com que vous pouvez trouver sur la plateforme Substack, qui est une plateforme tout à fait extraordinaire et surtout c'est une sorte de république des esprits libres. On y trouve beaucoup d'auteurs passionnants. Alors pour l'instant il y a plus d'anglophones que de francophones, mais en France on trouve Régis de Castelnau, on trouve Emmanuel Todd, on trouve quelques autres auteurs qui ont une pensée indépendante. Et donc je vous invite à rejoindre. Il y a un peu de contenu gratuit, j'ai en particulier des auteurs invités. Mais il y a des papiers que je rédige, comme je le faisais jusqu'à il y a quelques semaines pour le courrier des stratèges, et cela, il faut vous abonner pour y avoir accès. Et puis d'autre part, alors pour ceux qui seraient vraiment mordus, fanas de tous les sujets dont je traite, il y a un niveau supérieur d'abonnement où vous pourrez avoir accès à ma lettre confidentielle mensuelle. Et le premier numéro va paraître cette semaine. Alors en tout cas, abonnez-vous et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube sur lequel il y aura régulièrement des points d'actualité. Effectivement, Cédric, je crois que la question de l'Ukraine, il faut faire un point parce que on n'en parle plus beaucoup. Sinon pour dire oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour Donald Trump se désengage, un autre jour il a l'air de se réengager. Et puis sur le terrain, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Alors que l'armée russe avance et a maintenant l'ascendant militaire de manière absolument incontestable. Et puis je vais commencer en donnant un chiffre qui va peut-être choquer. Mais il faut bien se rendre compte de ce que nos gouvernements ont soutenu depuis plus de 3 ans maintenant. Il y a des hackers, des pirates informatiques qui ont pénétré dans les ordinateurs du ministère de la Défense ukrainien et qui arrivent à un nombre de morts ukrainiens ou disparus ukrainiens au combat absolument faramineux d'1 500 000 personnes. Seulement les morts. Bon, donc il faut imaginer l'hécatombe. Ça fait plusieurs mois que je disais que on voyait décliner le nombre de tués russes ou de portés disparus au combat. Aujourd'hui, on voit quand il y a des échanges de corps entre les deux parties, puisque ça peut arriver. En général, on est à 1 pour 10, c'est-à-dire que les Ukrainiens sont capables de rendre un corps aux Russes quand les Russes leur en rendent 10. Donc aujourd'hui, le ratio, c'est ça. Au départ de la guerre, le ratio de tués Russie-Ukraine était plutôt d'un Russe pour 2 Ukrainiens. Ensuite, on est passé à 1 pour 3, 1 pour 5. Il y a un an, j'aurais dit 1 pour 7. Et là, aujourd'hui, on est à 1 pour 10. Donc en fait, moi, je voudrais quand même que l'opinion publique se rende compte que nos gouvernants européens, les responsables de l'Union européenne, Madame von der Leyen, Emmanuel Macron, Frédéric Merz, et tous ceux qui soutiennent avec enthousiasme la guerre quoi qu'il en coûte, en fait le quoi qu'il en coûte en termes de vie, c'est jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est ça qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'en fait on est devant quelque chose d'absolument absurde, c'est que nos dirigeants, bien au chaud dans leur bureau calfeutré, encouragent la mort des jeunes Ukrainiens. L'Ukraine est un pays qu'on est en train d'assassiner démographiquement, mais c'est pas les Russes font la guerre à l'Ukraine, donc bien sûr c'est eux qui font la guerre, mais c'est avec notre complicité absolument incompréhensible. Alors au-delà de sauver la démocratie, naturellement, quel est l'enjeu pour tous nos pays d'aller en Ukraine, de sauver le soldat ukrainien?
Alors, il y avait, je pense qu'un des exemples les plus emblématiques, c'est l'attitude des écologistes des Verts en Allemagne. Parce que depuis, ils ont été les plus fanatiques soutiens à la guerre d'Ukraine depuis février 2022 en Allemagne, et on s'est demandé pourquoi. Et puis moi j'ai pris le temps de lire l'argumentation des Verts. Et alors les Verts expliquent que dans le sous-sol ukrainien, il y a un certain nombre de terres rares, de matières premières, de matières précieuses qui sont nécessaires pour réussir la transition énergétique. Donc voilà, en soi c'est intéressant. Bon, par ailleurs, si je reste sur l'Allemagne, on voit très bien que les grands fonds américains comme BlackRock, comme Vanguard, qui ont massivement investi dans les grandes entreprises allemandes, les entreprises industrielles, finalement, au moment où les industriels allemands disaient à Scholz en février-mars 2022, non mais il faut peut-être éviter de faire la guerre, il faut peut-être éviter de se couper de la Russie. Ben non, c'est pas eux qui ont décidé, ce sont leurs grands investisseurs qui ont dit non, vous allez vous couper de la Russie parce que nous, vos actionnaires finalement décisifs, vos actionnaires clés, on veut qu'il en soit ainsi. Il faut que vous vous aligniez sur nos objectifs. Et on sait qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises américaines qui ont racheté les terres agricoles ukrainiennes. On sait que BlackRock voulait investir massivement, là encore, dans les terres rares, dans les matières premières, dans le sous-sol ukrainien. Tout ça n'est pas très beau à voir, et c'est très loin de ce qu'imaginent les maires de France qui, avec sans doute sincérité, mettent un drapeau ukrainien et la défense de la liberté au fronton de leur mairie. Mais pourrait-on imaginer aujourd'hui, alors que Donald Trump annonce que il veut se retirer du conflit direct, il ne veut plus que vendre des armes à l'Europe pour armer l'Ukraine, que les grandes entreprises américaines puissent à terme, néanmoins, en cas de victoire ou de partage de l'Ukraine, bénéficier d'un certain nombre de territoires à reconstruire. Alors, ce qui est certain, c'est que les entreprises américaines, les fonds d'investissement américains qui avaient beaucoup misé sur l'Ukraine vont devoir déchanter lorsqu'on arrivera à la fin de la guerre. Ce à quoi je m'attends, c'est qu'à ce moment-là, Trump dise qu'il n'y en a que pour les entreprises américaines. Ce qui restera de l'Ukraine, le bout d'Ukraine qui restera, qui ne sera pas devenu russe, à ce moment-là, ça sera pour les entreprises américaines. Les Européens seront encore un peu plus dindons de la farce, parce que on a quand même eu ce très étonnant plan d'état-major français, s'il est authentique, mais qui a été publié dans un média russe, et qui voyait déjà les Français, les Britanniques et d'autres se répartir les matières premières ukrainiennes, alors que Zelensky les a déjà accordées à Trump en signant un accord. Donc tout ça va être très féroce, hein. Et c'est les Européens qui vont perdre. On peut déjà le pronostiquer. Mais pour revenir à Trump, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris les messages qu'il a envoyés récemment. Bon, en fait, Trump avait dit avant d'être élu, j'arrêterai cette guerre très très vite. Il s'est aperçu que ça n'était pas possible pour deux raisons. D'abord parce que les informations militaires qu'il avait n'était pas exact, surestimait la puissance ukrainienne et sous-estimait la puissance russe. Donc c'était pas possible de négocier en position de force avec la Russie, et il ne pouvait pas entériner une capitulation vis-à-vis de la Russie. Mais d'autre part, il s'est heurté à la résistance des gouvernements européens qui eux veulent continuer la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement misé sur la guerre d'Ukraine et sur une victoire contre la Russie. Vous imaginez si demain Merz, Macron, Starmer, même Mélanie dans une certaine mesure ont à dire à leur population, ben oui c'est vrai, mais alors là c'est la défaite à plate couture, etc. Ça sera une atteinte au prestige tout à fait considérable. Et donc Trump se heurte aussi à cette résistance. On l'a vu. Alors il a envoyé deux messages dans les 2 dernières semaines qui n'ont pas été décryptés correctement, à mon avis. Il y en a où il disait aux Européens, écoutez, si vous imposez des sanctions maximales contre la Chine qui achète le pétrole et le gaz russe, à ce moment-là, moi je suis prêt à continuer la guerre.
Bon, et il savait très bien que les pays de l'Union européenne n'allaient pas faire ça. Et deuxième message que moi je considère très ironique la semaine dernière, où il a dit en gros, de toute façon nous on sera plus actifs en première ligne, mais achetez-nous des armes et puis allez-y, faites votre guerre totale, faites votre blitzkrieg et c'est très bien. Puis vous allez, l'Ukraine va tout reprendre, tous les territoires qu'elle a perdus. Évidemment, c'était ironique. D'ailleurs, un de ceux qui l'a perçu, c'est Medvedev, l'ancien président russe, qui a fait un commentaire mi-figue mi-raisin pour dire vous inquiétez pas, Trump va changer d'avis assez vite. Mais il faut comprendre ça, c'est-à-dire que Trump essaye de désengager les États-Unis de ce conflit. C'est compliqué en même temps. Une information peut-être que nous n'avons pas en France, il ne peut pas le faire si vite que ça non plus, parce qu'il a besoin de temps pour obtenir un certain nombre de preuves sur la corruption, le lien entre la corruption en Ukraine et la corruption du Parti démocrate aux États-Unis. Parce qu'en fait, il y avait un certain nombre de financements du Parti démocrate, et pas simplement de la famille Biden, qui passaient par l'Ukraine. Il y avait de l'argent blanchi en fait en Ukraine pour aller ensuite dans les caisses du Parti démocrate. Et ça, Trump a besoin de temps pour accumuler toutes les preuves. Et il n'a pas que des amis en Ukraine pour l'aider à les accumuler, parce qu'évidemment, il y a trop de gens compromis. Donc tout ça fait que d'un côté, il peut pas sortir aussi vite qu'il le voudrait. De l'autre, les Européens, eux, cherchent absolument à maintenir les États-Unis dans la guerre, et d'où les provocations auxquelles on a assisté récemment, qui visent à maintenir les États-Unis dans une solidarité avec les pays européens pour continuer la guerre. Mais peut-on imaginer que l'objectif des Américains serait jusqu'à aller à affaiblir l'Europe vis-à-vis de la Russie, pour en faire peut-être un marché et créer des débouchés? Alors, il y a plusieurs choses. L'attitude de Trump est contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, Trump est en train de présider comme il peut à un énorme repli américain. On sent bien que en Asie, le Pentagone a publié un document disant que on cesse d'envisager une guerre avec la Chine. On voit bien le repli sur l'Amérique latine. On voit bien aussi les menaces d'annexer le Groenland et les pressions mises sur le Canada, et le désengagement de la guerre d'Ukraine. Et puis on en reparlera peut-être dans une autre vidéo cette semaine, l'envie malgré tout de se désengager du Proche-Orient, en tout cas dans les modalités actuelles. Et tout ça, effectivement, fait que l'Europe devient la proie de Trump. Et en particulier l'Union européenne. On a vu d'ailleurs que la seule puissance, entre guillemets, qui a signé un accord commercial très asymétrique avec Trump, c'est l'Union européenne de Madame von der Leyen, qui s'est soumise aux exigences de Trump. En même temps, quand on écoute bien tout ce qui est dit dans l'administration Trump et ce que Trump lui-même suggère, il aimerait bien avoir affaire à des nations européennes qui se revigorent, qui mettent fin à l'immigration massive, qui retrouvent le sens de la démocratie, et qui est à nouveau des droites capables de gouverner. Et donc, il y a bien un moment où il faudra qu'ils fassent un compromis avec l'Europe. Mais si on garde l'Union européenne, on se fera écraser par les États-Unis, ça c'est sûr. Merci Édouard pour ces éléments d'information qui nous éclairent sur les enjeux en Ukraine.